par Monsieur Franck Rasmus, docteur au CNRS, qui donc va vous faire une présentation en début de soirée. Nous serons ensuite rejoints par Madame Haddad, que l'on vous présentera un petit peu plus tard. Merci docteur Rasmus d'être là ce soir et de nous faire cette présentation. Donc, je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, j'ai pris le sujet tel qu'il m'a été annoncé sur les évaluations des élèves. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez ou quelles étaient vos questions sur le sujet, mais bon, voilà, j'ai saisi le sujet pour dire ce que moi j'ai à vous dire dessus. Et puis, si à la fin vous avez d'autres questions, eh bien, il sera toujours temps de les poser. Ok, alors, quand on parle des évaluations des élèves, de quoi parle-t-on ? Alors, de manière générale, dans le domaine de l'éducation, les gens ont l'habitude de distinguer deux types d'évaluations. Les évaluations sommatives, c'est-à-dire sont des évaluations qui mesurent les acquis à l'issue d'une formation ou à l'issue d'une étape d'apprentissage. Et donc, bon, ça correspond avec ce à quoi vous êtes habitué de manière générale. Et donc, cette évaluation des acquis, c'est utile pour les enseignants, bien sûr, pour les parents, pour le système éducatif. Tous ces gens ont intérêt à savoir où en sont leurs élèves à un moment donné de leur parcours. Est-ce que c'est un type d'évaluation qui est vraiment utile pour les élèves ? Peut-être, sans doute, dans certaines conditions qu'on va essayer de spécifier. Mais ce qui est un petit peu moins connu, en tout cas du côté des parents d'élèves, c'est l'autre type d'évaluation qui est appelée l'évaluation formative et qui, elle, a pour but vraiment principal d'améliorer l'apprentissage. Et ce, en permettant, disons, d'ajuster l'enseignement aux besoins de l'élève, en essayant de fournir à l'élève un retour sur ses réponses, c'est ce qu'on appelle le feedback, et donc du coup en permettant une espèce d'autorégulation par l'élève lui-même de ses propres apprentissages, et puis aussi en facilitant l'ancrage des connaissances en mémoire. C'est un sujet sur lequel on va revenir un petit peu plus loin. Alors voilà, c'est peut-être un petit peu moins connu, et ça peut même paraître curieux finalement de se dire mais comment les évaluations pourraient faciliter les apprentissages, est-ce que c'est vraiment bien leur but ? Donc je vais essayer de vous montrer que oui, ça peut être le cas et que peut-être on devrait le faire un petit peu plus. Parce que finalement, les évaluations habituelles, les fameux contrôles dont on a l'habitude, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très optimal. D'abord, est-ce que l'évaluation habituelle, celle qu'on connaît tous, c'est de l'évaluation sommative ou formative? En fait, c'est même pas hyper clair. Et peut-être que même dans la tête des enseignants qui donnent les contrôles, c'est pas forcément hyper clair non plus si ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'évaluation sommative ou formative. Peut-être sans doute une partie ne se sont même pas trop posé la question. Pour que ça soit de l'évaluation sommative, c'est sans doute trop fréquent. Quand on fait un contrôle toutes les semaines, on n'est pas vraiment dans l'évaluation sommative. L'évaluation sommative, ça serait suffisant de la faire en fin de trimestre, par exemple. Je réponds. Mais en même temps, pour que ça soit de l'évaluation formative, il faudrait que ça soit beaucoup plus fréquent. Et puis, il se trouve que toutes ces évaluations qu'on connaît, les contrôles, etc., ça a beaucoup d'effets indésirables. Et ça, pour le coup, c'est pas compatible avec l'évaluation formative. Alors, quand je dis que l'évaluation habituelle, entre guillemets, a des effets indésirables, de quoi est-ce que je veux parler ? Disons, il y a 3 sujets qu'on va évoquer. Le statut de l'erreur, le fait que ces évaluations fournissent une motivation extrinsèque et puis le fait qu'elles engendrent du stress. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, sur le statut de l'erreur, je cite mon collègue Stanislas Dehaene qui dit « L'erreur, c'est la condition même de l'apprentissage ». Et vous voyez que ce n'est pas exactement comme ça que c'est perçu dans les écoles, surtout par les élèves. Alors, c'est l'erreur est la condition de l'apprentissage, à condition évidemment d'offrir à l'élève un retour sur son erreur, c'est-à-dire de lui corriger son erreur, pas seulement en lui notant ce qu'il a fait, mais en lui disant quelles sont les bonnes réponses et en lui expliquant pourquoi ce sont des meilleures réponses que celles qu'il a fournies. C'est ça le feedback. Donc ça, évidemment, c'est essentiel pour apprendre de ses erreurs, mais vraiment l'idée intrinsèque, et qui est l'idée qui sort de la recherche en psychologie, c'est que quand on apprend, c'est parfaitement normal de faire des erreurs, et c'est le mécanisme de l'apprentissage. Une fois qu'on s'est rendu compte d'une erreur, c'est là qu'on peut construire dessus et s'améliorer. Donc vraiment, l'apprentissage se nourrit des erreurs,
c'est tout à fait normal d'en faire et les erreurs devraient être valorisées, si vous voulez, à l'école. Alors que finalement, la manière dont ça se passe habituellement, c'est qu'on rend aux élèves des notes de leur contrôle, et ces notes, elles, ne sont pas du tout des feedbacks utiles. On va discuter un petit peu les effets pervers des notes, en tout cas telles qu'elles sont utilisées, mais une note ne renseigne absolument pas sur les erreurs que les élèves ont fait et quelles seraient les bonnes réponses et pourquoi. Par contre, évidemment, souvent les enseignants donnent des corrigés et ça bien sûr, c'est plus utile à condition que ça soit utilisé d'une certaine manière, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous voyez, quand un enseignant juste donne un corrigé aux élèves après avoir rendu les copies, en fait, les élèves ne sont déjà plus intéressés par le corrigé parce qu'ils n'étaient intéressés que par la note. Une fois qu'ils ont su quelle note ils avaient, bon, finalement, le corrigé a un intérêt moindre. Et souvent, le corrigé arrive un peu tard par rapport à l'utilité qu'il pourrait avoir pour corriger les erreurs. Bon, il y aurait moyen d'utiliser les corrigés d'une manière un petit peu plus constructive, et évidemment, certains enseignants le font. Mais donc, vous voyez qu'on est dans un système où en fait, on pénalise l'erreur. Les notes, c'est une manière de pénaliser les erreurs, de sanctionner les erreurs. Pour beaucoup d'élèves, la note, c'est une sanction de leurs erreurs plutôt qu'un moyen de construire sur leurs erreurs. Donc, on a une attitude qui n'est pas tout à fait suffisamment constructive vis-à-vis de l'erreur. Un deuxième problème des évaluations qu'on connaît bien, c'est leur effet sur la motivation. De manière générale, hein, les travaux sur la motivation et l'effet de la motivation sur les apprentissages suggèrent que pour apprendre de manière optimale, les élèves, ils ont besoin d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient d'eux-mêmes. Donc, par exemple, une motivation intrinsèque, c'est la curiosité, c'est l'envie d'apprendre et l'envie de comprendre. Et puis l'envie d'être compétent dans une tâche, dans une compétence qu'on est en train d'acquérir. On a envie de maîtriser de mieux en mieux ce qu'on est en train de faire. Et puis tout simplement le plaisir, parce que l'apprentissage, ça peut engendrer du plaisir. Et vous voyez que ça peut paraître assez éloigné de la manière dont nos enfants vivent leur scolarité. Mais c'est ça les conditions qu'il faudrait essayer de susciter dans les écoles. Or, les notes des évaluations, ce qu'elles fournissent, c'est une motivation extrinsèque. C'est une espèce de récompense ou de sanction, mais qui facilite souvent une comparaison sociale. C'est-à-dire que les élèves reçoivent leurs notes, mais ils les comparent immédiatement avec les autres élèves. Et bien des enseignants donnent les notes de telle manière à ce qu'elles puissent être comparées d'un élève à l'autre. Et on en voit bien les effets pervers, c'est-à-dire que ça peut faire plaisir à quelques-uns qui se sentent supérieurs aux autres, mais pour la majorité des élèves, finalement, ils se sentent diminués, voire humiliés par rapport aux autres. Et ça, c'est clairement pas un sentiment productif du tout. Donc, ça fournit une motivation intrinsèque à ceux qui peuvent se comparer aux autres de manière favorable, et ça peut aussi fournir une motivation extrinsèque dans le sens où avoir des bonnes notes, ça permet de faire plaisir aux enseignants et aux parents. Mais vous voyez qu'on est vraiment pas du tout dans la motivation intrinsèque qui serait susceptible de favoriser les apprentissages. Et puis l'inconvénient des notes, c'est qu'elles sont souvent mauvaises. Et donc, elles constituent, du point de vue de l'organisme, une espèce de punition, ce qu'on appelle un renforcement négatif. Et en fait, on a tout un pan de recherche qui montre que pour être motivés, les êtres humains, ils ont besoin de renforcement positif plus que de renforcement négatif. Autrement dit, ils ont besoin de récompense plus que de punition. Et je vais vous l'illustrer dans un instant. Et donc, vous voyez, l'inconvénient des notes, c'est qu'elles fournissent majoritairement du renforcement négatif. Bien sûr, il y a quelques élèves pour qui les notes fournissent quasiment toujours du renforcement positif, tant mieux pour eux, mais la plupart des élèves, ils ont surtout du renforcement négatif par les notes. Même des bons élèves qui ont souvent des bonnes notes, eh bien quand même, une bonne partie du temps, ils ont une note inférieure à ce qu'ils espéraient, et donc pour eux, ça constitue un renforcement négatif. Donc on voit qu'il y a un problème d'équilibre. Je vais vous illustrer ça par une étude, et donc juste pour vous dire que l'équilibre entre renforcement positif et renforcement négatif,
ça a été étudié dans de nombreux domaines. Et donc, on peut opérationnaliser ça sous la forme de rapports compliments sur réprimande. Donc, dans plein de situations de la vie, on est tout le temps en train de se faire des commentaires les uns aux autres, des commentaires qui peuvent être positifs ou négatifs. On complimente les gens sur ce qu'ils ont fait ou sur leur comportement, ou on leur renvoie plutôt des commentaires négatifs ou des réprimandes. Et donc ça arrive partout dans le domaine professionnel, dans la vie privée, etc. Et en fait, il a été montré que eh bien, un rapport compliment sur réprimande élevé a un effet positif sur la performance. Donc ça a été montré dans l'entreprise, les équipes dans lesquelles les managers fournissent en gros 4 compliments pour une réprimande aux membres de leur équipe sont les équipes qui performent le mieux, alors que les équipes où il y a plus de réprimandes fonctionnent moins. Ça, c'est aussi un prédicteur de la stabilité du mariage. Les couples qui s'envoient trop peu de compliments par rapport aux commentaires négatifs sont ceux qui se séparent le plus. Ça a aussi un effet sur le développement cognitif des enfants et, plus intéressant, sur leurs apprentissages scolaires. Donc là, je vous montre les résultats d'une étude. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on voit sur ce graphe. Donc, sur l'axe des X, on voit le rapport entre le nombre de compliments et le nombre de réprimandes qui ont été observés dans une classe donnée. Donc ici, on est au milieu, on est à 1 compliment pour une réprimande. Là, on est à 3 compliments pour une réprimande. Là, on est à 9 compliments pour une réprimande. Donc là, on est du côté positif. Et puis là, on est dans des environnements qui sont un peu plus répressifs ou négatifs. On est à 1 compliment pour 2 réprimandes ou 1 compliment pour 9 réprimandes. Donc vous voyez, sur un ensemble de plusieurs dizaines de classes qui ont été observées, ce rapport entre les deux, il varie énormément. Et donc ce que vous voyez sur l'axe des Y, c'est le pourcentage du temps, donc il y a des gens qui ont été observés tout ça dans les classes, c'est le pourcentage du temps pendant lequel les élèves sont à leur tâche scolaire, plutôt que être en train de rêvasser ou être en train de faire autre chose, de perturber la classe. Voilà, plus c'est élevé et mieux c'est évidemment. Et donc, ce que vous montre ce graphique, c'est qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que dans les classes où il y a un plus grand rapport compliment sur réprimande, eh bien, les élèves sont plus souvent à leur tâche. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est qu'une corrélation. Bien entendu, ce n'est qu'une corrélation, donc c'est insuffisant en soi pour démontrer qu'il y a un effet de causalité, c'est-à-dire que quand on augmente le nombre de compliments, alors on améliore l'attention des élèves. Et donc c'est tout à fait vrai, ça ne permet pas de le démontrer, mais ce qui permet de le démontrer, c'est de faire une intervention dans laquelle on va former les enseignants à ce sujet et on va leur demander, après leur formation, d'augmenter délibérément le rapport compliment sur réprimande qu'ils vont donner dans leur classe. Et c'est ce qui a été fait dans cette étude. Donc on a administré une formation à plusieurs dizaines d'enseignants et on les a tirés au sort. La moitié d'entre eux, ils ont subi une formation contrôle sur un autre sujet et la moitié d'entre eux, ils ont subi la formation qui leur recommandait d'augmenter le nombre de compliments par rapport aux réprimandes. Et en fait, voilà, ceux qui ont suivi la formation sur le rapport compliment sur réprimande, ce sont ceux qui sont des ronds, des cercles ici, et ceux qui ont suivi la formation contrôle, ce sont les points ici. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, les ronds sont plus à droite que les points. Et donc ça montre que l'intervention a eu l'effet désiré, c'est-à-dire que les enseignants qui ont suivi la formation sur le rapport compliment sur réprimande, eh bien, ils ont augmenté leur rapport compliment sur réprimande par rapport aux enseignants qui, eux, n'ont pas suivi cette formation. Et puis, le deuxième effet que vous voyez, c'est que les cercles sont aussi décalés par rapport aux points sur l'axe des Y, c'est-à-dire que du fait de cette intervention, de ce changement de rapport compliment sur réprimande, eh bien, leurs élèves sont plus à la tâche que ceux des enseignants dans le groupe contrôle. Donc, par cette intervention, qui est avec la meilleure méthodologie possible, eh bien, on est capable de conclure que oui, le fait d'augmenter le rapport compliment sur réprimande a un effet causal sur l'attention des élèves et le pourcentage de temps qui sont à leur tâche. Alors, je vous montre cette étude qui n'était pas spécifiquement sur les évaluations et sur les notes, mais on peut transposer assez facilement les implications qu'on peut en tirer, puisque les notes qu'on donne au contrôle, elles peuvent, elles aussi, jouer le rôle de compliments si elles sont bonnes, si elles sont perçues comme bonnes par l'élève, ou de réprimandes si elles sont perçues comme mauvaises par l'élève.
Et donc, si on transpose ce résultat-là, la conclusion, ce serait qu'il faut que les élèves ils reçoivent au moins 5 bonnes notes pour une mauvaise note, de manière à rester motivés et engagés dans leur apprentissage. Et vous voyez bien qu'on est très très loin du compte, puisque la plupart des élèves reçoivent des notes moins bonnes que celles qu'ils espéraient, et donc elles sont perçues comme des réprimandes. Donc, voilà, c'est un exemple qui montre que ce rapport entre mauvaise note et bonne note, ou note perçue comme mauvaise et perçue comme bonne, il n'est pas du tout optimal du point de vue de la motivation et de l'engagement des élèves. Et donc, on peut dire, pour généraliser un petit peu, que les évaluations habituelles, les contrôles, tuent la motivation intrinsèque des élèves en leur fournissant une motivation qui est purement extrinsèque, en leur fournissant trop de renforcement négatif, en tout cas pour la plupart des élèves, pour quasiment tous les élèves, sauf ceux qui ne reçoivent que des bonnes notes, en gros. Un autre reproche qu'on peut leur faire, c'est que les progrès de chaque élève sont en fait invisibilisés. Parce que les notes, elles sont sur une échelle que l'enseignant a déterminée et qui reflète une performance absolue. Et du coup, il y a des élèves qui n'obtiennent que des mauvaises notes parce qu'ils n'atteignent pas ce niveau de performance qui est exigé par l'enseignant, alors même que ces élèves progressent. Parce que finalement, tous les élèves, qui soient très forts ou même ceux qui sont très faibles, ils progressent quand même, ils apprennent quelque chose à l'école, même si ce n'est pas au niveau attendu. Et le fait qu'ils progressent, c'est quand même positif, mais finalement, ça n'est jamais récompensé. Le fait qu'ils progressent, c'est complètement invisibilisé par le fait que les notes qu'ils reçoivent ne reflètent pas leur progrès, mais reflètent simplement leur niveau par rapport à un niveau attendu. Et ça c'est quand même dommage, parce qu'il y aurait moyen quand même de valoriser les progrès. Un autre problème, c'est que les comparaisons constantes qui sont faites souvent par les profs, un peu pas forcément de manière explicite et consciente, ces comparaisons, donc par exemple quand on rend les copies et qu'on donne oralement la note de tout le monde, voilà, comme ça tout le monde sait qu'il y a eu les mauvaises notes, c'est de nature à réduire l'estime de soi de la plupart des élèves, en fait. La moitié des élèves, au moins, se rendent compte qu'ils sont moins forts que les autres et du coup, ils se sentent mauvais, tout simplement. Et ça, c'est pas bon non plus pour leurs apprentissages. Et c'est dommage, parce qu'ils sont quand même capables d'apprendre des choses, ils sont quand même capables de progresser, mais l'institution, les enseignants, tout le monde leur dit de manière répétée, cours après cours, qu'ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais. C'est pas très productif. Et puis tout ceci induit du stress, puisque finalement, les évaluations, les contrôles reviennent tout le temps, et comme les mauvaises notes sont perçues comme des punitions, eh bien, les élèves ont peur d'avoir des mauvaises notes. Et cette peur constante de la mauvaise note, eh bien, elle induit un stress permanent. Et c'est assez fascinant. Vous voyez, moi aussi, j'ai des élèves, j'ai des enfants au collège et au lycée. C'est assez fascinant de voir que leur vie scolaire entière est totalement centrée autour des contrôles et des notes qu'ils vont obtenir. Il n'y a que ça qui les intéresse, quoi. C'est quand même assez désastreux quand on y pense. Il y a quand même des choses bien plus importantes qui devraient motiver les élèves. Alors, ce constat étant fait, évidemment, il s'agit d'être un petit peu constructif. Comment est-ce qu'on pourrait faire de l'évaluation un outil qui est vraiment constructif et bénéfique? Un petit peu l'image miroir des défauts qu'on vient d'exposer. On pourrait dire, d'abord, ce qu'on demande à l'évaluation, c'est de fournir à chaque élève un retour sur ses erreurs, c'est-à-dire un feedback correctif et bienveillant sur ses erreurs. Les erreurs ne doivent pas être sanctionnées. Elles doivent être saisies comme des opportunités de progrès. Et deuxièmement, l'évaluation devrait permettre à chaque élève de mesurer ses progrès dans l'acquisition de ses compétences. Parce que c'est important de progresser, c'est une source de satisfaction, et donc les progrès ne doivent pas être invisibilisés par des notes qui mesurent autre chose. Donc chaque élève, en fait, devrait pouvoir obtenir, via les évaluations, un sentiment positif de progrès. Et on peut se dire que l'évaluation devrait être routinière plutôt qu'un événement important et angoissant. Une évaluation devrait être quelque chose qu'on fait un petit peu tous les jours, à tous les cours, quelque chose qui n'a pas d'enjeu important et quelque chose qui ne génère pas de stress. Puis, les évaluations devraient éviter les comparaisons entre élèves. On devrait traiter les notes de manière confidentielle pour éviter
des comparaisons qui sont défavorables à quand même une grande partie des élèves. Et puis enfin, les évaluations devraient aider chacun à consolider ses acquis en mémoire. Alors ce dernier point peut paraître un petit peu curieux. Qu'est-ce que les évaluations ont à faire avec la mémoire? Et donc, je vais vous exposer quelques résultats de la psychologie qui montrent le lien entre les évaluations et la mémoire, et le rôle crucial que les évaluations peuvent jouer là-dedans. Donc voilà un exemple d'expérience purement en laboratoire, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec le contexte scolaire. Donc là, on a pris des étudiants américains et on leur a donné une tâche. Il s'agissait d'apprendre par cœur une liste de 50 mots qui n'avaient pas de sens particulier. Voilà. Et donc, ils devaient apprendre cette liste le mieux possible pour un examen qui avait lieu 48 heures plus tard. Et donc, ces étudiants, on les a répartis aléatoirement entre 3 groupes qui suivaient 3 régimes d'apprentissage différents. Le premier groupe faisait 8 lectures de la liste de 50 mots. Le deuxième groupe faisait 6 lectures de la liste et 2 tests. Alors 2 tests, de quoi il s'agit? Là, tout simplement, il s'agissait de réciter le maximum de mots dont ils se souvenaient. Et puis, un troisième groupe a fait 4 lectures et 4 tests. D'accord? Et les résultats, obtenus 48 heures plus tard, c'est que les étudiants du premier groupe qui avaient fait 8 lectures de la liste, eh bien 48 heures plus tard, ils se souvenaient de 17% des mots. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, en même temps, une liste de 50 mots totalement arbitraire, évidemment, c'est pas facile à retenir. Ceux qui avaient fait 6 lectures et 2 tests, ils se souvenaient de 25% des mots, et ceux qui avaient fait 4 lectures et 4 tests, ils se souvenaient de 39% des mots. Donc, vous voyez, c'est quand même assez massif comme effet. Et donc, la chose qui est importante, c'est que les 3 groupes avaient passé exactement le même temps à réviser la liste de mots. Il n'y en avait pas un qui avait étudié plus que l'autre. Et donc, en consacrant le même temps, mais en le consacrant différemment, on voit que ceux qui ont substitué des relectures à des tests, à des efforts de récitation, c'est-à-dire d'aller chercher en mémoire ce dont ils se souvenaient, eh bien, ils ont bénéficié d'un ancrage en mémoire bien meilleur que ceux qui n'ont fait que de la lecture, voire 2 fois plus pour ceux qui ont fait 4 tests et 4 lectures, plus de 2 fois plus. Donc ça, c'est un effet très important, et c'est un effet qui est très fiable. C'est un des effets qui a été le mieux répliqué par des expériences indépendantes dans toute la recherche en psychologie. Donc vraiment très, très, très solide. Et on se dit, c'est un effet qui mériterait d'être un peu plus connu peut-être dans les classes, à la fois par les enseignants et par les élèves, parce que ça nous dit quelque chose sur la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière de réviser. Il ne faut pas juste relire et relire et relire. Il faut essayer de se tester. Alors voilà, un premier résultat important à connaître. Un deuxième résultat, c'est le rôle du feedback. Donc à nouveau, on est dans une autre expérience dans laquelle il fallait apprendre une liste de mots. Et donc là, on voit à nouveau la performance de ceux qui n'ont fait que de la lecture. Donc ils ont retenu 11% des mots, c'est pas beaucoup. Et là, on voit la performance de ceux qui ont fait de la lecture et des tests pendant la même durée. Et eux, ils ont retenu 3 fois plus de mots, 33%. Et enfin, on voit ceux qui ont fait de la relecture avec des tests. Et pendant les tests, à chaque fois qu'ils faisaient une erreur ou qu'ils oubliaient un mot, on leur donnait tout de suite la bonne réponse. Évidemment, le fait de recevoir, d'être corrigé finalement, de recevoir un feedback sur ses bonnes réponses et sur ses erreurs, ça améliore encore l'apprentissage. Ça, c'est parfaitement logique. C'est sûr que si on ne vous dit pas que vous avez faux, vous avez moins de chances de vous corriger. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que même quand on ne vous donne pas de feedback, le seul fait de vous tester, de faire cet effort de récupérer en mémoire ce que vous avez essayé d'apprendre, ça produit un effet énorme par rapport à la relecture. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ça montre la puissance de l'effet de test qui existe même lorsqu'on ne donne pas de feedback sur les bonnes et les mauvaises réponses. Et donc ça, on se dit, oui, peut-être que ça pourrait être exploité dans les enseignants, dans des conditions où c'est pas si facile que ça de rendre à chaque élève un feedback sur toutes ses réponses. Un troisième résultat que je vous montre a trait à la manière dont on étale les révisions dans le temps. On a l'habitude de distinguer ce qu'on appelle l'apprentissage massé, quand on va essayer de tout réviser en une seule fois, et un apprentissage distribué ou espacé, où on va plutôt étaler les révisions dans le temps. Donc là, c'est un exemple qui est plus pédagogique, on va dire. Là, c'était dans un cours d'espagnol pour des étudiants américains. Ils devaient même mémoriser des mots. Donc en fait, ils devaient mémoriser la traduction espagnole de mots anglais.
Et ils avaient 6 sessions d'apprentissage par des quiz. Et donc les quiz, c'est on vous montre le mot en anglais et vous devez taper le mot correspondant espagnol. Et là, ils ont été répartis en 3 groupes, à nouveau de manière aléatoire. Un groupe qui faisait les 6 sessions d'apprentissage les unes à la suite des autres, donc juste séparées par quelques secondes les unes des autres. Un deuxième groupe qui faisait les 6 sessions d'apprentissage espacées d'un jour, autrement dit, ils ont mis 6 jours à faire les 6 sessions d'apprentissage. Et le troisième groupe, les sessions d'apprentissage étaient espacées de 30 jours. Autrement dit, l'apprentissage ou la révision s'est étalé sur 6 mois. Et tous ces étudiants ont été testés 30 jours après la dernière session de révision. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est si on commence par regarder la ligne avec les points noirs, ce sont ceux qui ont fait les 6 sessions de révision en un seul coup, à quelques secondes d'intervalle. Bon, ben, ils ont démarré, dès la deuxième session de révision, ils se souvenaient de 80% des mots, et après, leur performance a augmenté, et ils étaient proches vraiment de la performance parfaite à 80%. Alors que ceux qui ont attendu une journée avant de faire la deuxième session de révision, ben, 24 heures plus tard, ils se souvenaient plus que de 50% des mots. Et puis 24 heures encore plus tard, comme ils avaient fait 2 sessions de révision, ils se sont ressouvenus de plus de mots, ils étaient à 85%, et puis ça a augmenté aussi et ça a atteint le plafond. Et alors pour ceux qui avaient eu des sessions espacées de 30 jours, ben, vous imaginez, vous revenez 30 jours plus tard, après la première session de révision, et vous vous souvenez plus grand-chose. Ils se souvenaient que de 20% des mots. Et malgré tout, ils ont récupéré progressivement, au fil des sessions d'apprentissage, ils ont mémorisé de plus en plus de mots. Donc à la troisième session, ils avaient atteint 50%. À la quatrième session, donc 3 mois plus tard, ils avaient atteint 70%, etc. Ils terminent la 6e session à 75%. Et ce qui est intéressant, c'est quand on les teste encore 30 jours après, eh bien, vous voyez que ceux qui avaient appris en une seule fois les 6 sessions, eh bien, 30 jours après, ils n'auront retenu plus que 65% des mots, alors que ceux qui avaient appris par intervalle de 30 jours, eh bien, 30 jours plus tard, ils ont encore augmenté leur mémorisation des mots, ils atteignent 90%. Donc ça, si vous voulez, ça représente la rétention à long terme, parce que se souvenir des mots pendant qu'on révise, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de s'en souvenir longtemps après, parce que c'est ça quand même le but des apprentissages à l'école, c'est pas juste de répondre le jour du contrôle, c'est de s'en souvenir plus tard et de pouvoir réutiliser ces connaissances à long terme dans d'autres contextes. Et donc on voit que si le but c'est de se souvenir des contenus d'apprentissage à plus long terme, eh bien il y a intérêt à espacer les révisions dans le temps. Et ça, on se dit, bah, ça aussi c'est un résultat très intéressant et sans doute insuffisamment connu, parce qu'il pourrait être utile à la fois aux enseignants pour mieux planifier leurs évaluations de manière à ce que ces évaluations capitalisent sur cet effet pour aider les élèves à retenir les contenus à long terme. Et puis, c'est une information qui est aussi intéressante pour les élèves pour mieux planifier leur révision en vue d'un objectif lointain. Je vous ai montré juste 3 résultats qui sont bien établis dans la recherche en psychologie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres recherches derrière, mais c'est pour vous montrer que on sait des choses intéressantes sur la mémoire et que ça devrait donner des idées aux enseignants pour organiser les choses de manière un petit peu différente. Bien entendu, ça ne donne pas des pratiques pédagogiques clés en main aux enseignants, mais on se dit quand même devrait y avoir moyen d'utiliser ces résultats d'une manière qui aide les élèves à mieux retenir. Donc, ce que ça nous suggère, c'est que ce qu'on appelle l'enseignement frontal, c'est-à-dire juste le cours magistral ou simplement la lecture d'un manuel, c'est de l'exposition passive au contenu. Et évidemment, il faut en passer par là, il faut une première exposition au contenu, mais on se rend bien compte, comme dans les expériences où les élèves ont fait de la lecture répétée, que cette exposition au contenu, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il est important de régulièrement obliger les élèves à récupérer ces contenus en mémoire, donc en leur faisant faire des tests, des contrôles, des récitations, toute activité qui les oblige à récupérer les contenus en mémoire, ou aussi en leur faisant faire des exercices, des mises en application, des reformulations, des élaborations et des activités qui les obligent à faire des liens entre les contenus, parce que ça aussi c'est important pour renforcer les traces en mémoire. Ces résultats suggèrent aussi que les enseignants ne devraient pas seulement tester le chapitre qui est en cours d'étude dans le contrôle, mais aussi s'efforcer de tester régulièrement les contenus des précédents chapitres, justement pour bénéficier de ces effets
d'espacement. On invite à repenser de manière assez radicale le rôle des évaluations. On aurait envie de rendre les évaluations beaucoup plus fréquentes, potentiellement même à chaque cours, de manière à solliciter la récupération en mémoire des élèves sur tous les contenus qui ont été enseignés, et donc d'utiliser ces évaluations dans un but formatif et avec un esprit qui est vraiment un esprit à faible enjeu. Si on donne si on fait faire des tests aux élèves pour les aider à récupérer l'information en mémoire, il ne faut pas qu'ils soient sanctionnés s'ils ont un petit peu oublié. Il faut que ça les aide à mieux consolider leurs souvenirs, tout simplement. Et donc, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des notes qui pèsent fort dans la moyenne dans ces tests-là. Et puis, il faut pas faire des contrôles surprises, parce que les contrôles surprises, ça augmente le stress, ça augmente les enjeux. Donc, il faut juste que les élèves soient totalement informés du but des évaluations. C'est là pour les aider, de leur fréquence, du moment où ça va tomber et des enjeux. Et donc, en fait, on se dit, bah oui, on pourrait vraiment se servir des tests comme d'une activité routinière qu'on va utiliser à chaque cours, parce que ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Il faut que ça ait un gros enjeu. Et il ne faut pas qu'il y ait des émotions négatives qui soient associées à ces tests et à leurs résultats. Donc, voici un exemple de mise en application qui a été fait dans une étude scientifique. Donc là, ils ont fait cette expérience avec des élèves de 6e en cours d'histoire-géographie, donc typiquement un cours où il y a pas mal de contenu à retenir. Ce qu'ils ont fait, donc pareil, ils ont réparti les classes en plusieurs groupes, certaines qui avaient une certaine condition et d'autres pas. Et donc, pour ceux qui étaient dans la condition intéressante, ils leur ont fait des tests au début et à la fin de chaque cours. Donc, vous voyez, au début de chaque cours, c'est pour vérifier ce qu'ils ont retenu des cours précédents. Et à la fin de chaque cours, ça permet aussi de vérifier un peu ce qu'ils ont compris du nouveau cours. Et ils faisaient ça avec des QCM et des réponses par boîtier réponse, où on a des petits boutons qui permettent de choisir A, B, C ou D. Comme ça permet aux élèves d'avoir une correction automatique et de voir tout de suite là où ils ont bon ou où ils ont faux. Et puis, ils ont fait un contrôle en fin de chapitre et un contrôle en fin de semestre. Et donc, ce qui est intéressant à voir, donc là, en fait, les différentes lignes, ça montre les classes où les élèves ont été testés de cette manière en début et en fin de chaque cours, par rapport à des classes où on leur faisait simplement lire les passages en question au début et au fin de chaque cours, et des classes où il n'y avait aucun changement à l'apprentissage régulier. Et on voit que, quand même, à la fin du chapitre, les élèves qui ont été testés régulièrement au début et à la fin de chaque cours, ils se souvenaient de 10% de plus des contenus par rapport aux deux autres conditions. Et à la fin du semestre, il y avait encore 5% de plus d'apprentissage par rapport aux autres conditions. Donc on voit que même en contexte scolaire, qui est forcément un contexte contraint, on ne peut pas faire n'importe quoi comme laboratoire, et même avec des vrais contenus scolaires, on peut démontrer un effet des tests régulier sur la rétention en mémoire. Donc, ça peut marcher si on le met en œuvre correctement. Alors évidemment, j'ai mentionné les boîtiers réponses. Arriver à faire ça en classe, ça nécessite d'avoir des outils un petit peu particuliers. Alors, on peut avoir des outils de basse technologie, comme on peut avoir des outils de haute technologie. Je vous en montre quelques-uns au passage. Donc évidemment, ça peut être juste des contrôles papier-crayon, comme on fait d'habitude, mais comme vous savez, c'est un coût important de correction pour les enseignants, les contrôles habituels. Et donc c'est pour ça que quand on fait ces tests qui sont là pour améliorer la rétention en mémoire, on les fait souvent passer sous forme de QCM qui sont quand même beaucoup plus rapides à corriger, voire qui peuvent être corrigés de manière automatique ou quasi automatique. Du côté des enseignants qui veulent utiliser cette démarche pour réviser, eh bien, ils peuvent très facilement se faire des cartes double face avec d'un côté la question et de l'autre la réponse, et puis se tester avec ces cartes. Je regarde la question, j'essaye d'y répondre, et puis après je retourne pour voir la réponse et éventuellement me corriger. De même que essayer de réciter ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de lire, c'est aussi une manière de se tester qui permet de solliciter la récupération en mémoire. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de gros moyens pour essayer de mettre ce genre de démarche en œuvre. Si on a un petit peu de technologie, on peut faire des choses plus sophistiquées et qui sont plus rapides en fait. Donc là, vous voyez, ce sont les cartes Clickers ou QCM-CAM où chaque élève dispose d'une carte unique avec une espèce de flashcode et il peut présenter son flashcode dans les 4 orientations que lui permet la feuille. Et chacune de ces orientations correspond à une réponse différente, A, B, C, D, à un QCM que leur lance l'enseignant.
et l'enseignant, il utilise son smartphone avec l'appareil photo pour capturer tous les flashcodes des élèves en une seule photo, et ça lui donne immédiatement les réponses de tous ses élèves et les statistiques sur les réponses. Donc ça lui permet d'envoyer des QCM à ses élèves, de les tester immédiatement et de voir tout de suite qui a répondu quoi, de renvoyer un feedback aux élèves, d'ajuster son enseignement à ce que les élèves ont appris ou compris. Et puis si on a de la technologie encore un peu plus haute, alors on peut avoir des boîtiers réponses en classe, ou on peut utiliser des plateformes sur Internet qui permettent aux élèves de remplir, de répondre au QCM depuis un ordinateur ou depuis un téléphone mobile. Là, il y a un très grand nombre de plateformes qui existent qu'on peut utiliser, y compris des plateformes qui sont tout à fait libres et gratuites. De même, si on se place du côté des élèves, si les élèves veulent utiliser des systèmes informatiques pour réviser eux-mêmes, ils peuvent utiliser des plateformes comme Quizlet ou Anki, sur lesquelles ils peuvent saisir eux-mêmes des listes de questions et de réponses sur lesquelles ils veulent réviser, et ils peuvent même se les partager entre eux. Ça peut même faire un projet de classe ou d'établissement, d'établir ces listes sur lesquelles tous les élèves vont réviser. Ou encore, on peut programmer soi-même à l'aide d'un petit tableau dans lequel il y a une colonne de questions et une colonne de réponses. On peut programmer soi-même le logiciel qui va vous présenter les questions et qui va vous demander de saisir les réponses. Tout ça, ce sont des projets possibles. Donc, tout ceci suggère que on pourrait utiliser les quiz en classe d'une manière beaucoup plus systématique, d'une part en début de cours, afin de vérifier ce qui est connu par les élèves avant de commencer son cours, et aussi de les obliger un petit peu à réviser ce qu'ils ont vu auparavant, afin aussi de leur rafraîchir la mémoire sur les prérequis du cours, et puis aussi éventuellement révéler les préconceptions. Ça peut être utile en cours de sciences notamment. Et puis on peut aussi utiliser ce genre de quiz en milieu ou en fin de cours, de manière à dynamiser un petit peu l'enseignement. Ça permet de vérifier ce que les élèves ont réellement compris, et tous les élèves, pas seulement ceux qui répondent quand on leur pose une question à la cantonade. Et puis ça permet de suivre l'évolution de leur conception et d'ajuster son enseignement aux besoins des élèves. Donc on voit que ça peut avoir de multiples usages qui sont intéressants d'un point de vue pédagogique. Donc si on devait donner des recommandations ou des idées pour l'évaluation formative, on aurait envie de dire, remplaçons la plupart des contrôles par des quiz en début de chaque cours, d'une manière qui est totalement planifiée et transparente, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, d'une manière à ce qu'il n'y ait pas d'enjeu ou peu d'enjeux, c'est-à-dire s'il doit y avoir des notes, il faut qu'elles aient une toute petite pondération dans la moyenne pour que finalement rater un quiz, ça ne soit pas grave, de manière à ce que tout ceci n'engendre pas de stress. On peut utiliser les quiz de manière à fournir aux élèves une correction immédiate et un feedback, surtout si on utilise des versions électroniques qui sont corrigées automatiquement. Les élèves peuvent avoir immédiatement la bonne réponse. De faire des évaluations par compétences plutôt que des évaluations par comparaison des niveaux des élèves entre eux ou par rapport à un niveau absolu. Ce qui est d'ailleurs, vous le savez, ce qui est déjà fait à l'école primaire. À l'école primaire, c'est comme ça qu'on fait les évaluations. On a des compétences à acquérir et on dit c'est non acquis, c'est en cours d'acquisition, c'est acquis, etc. Bon, ce système pourrait tout aussi bien se généraliser à des niveaux supérieurs. On aurait envie aussi de recommander de récompenser surtout le travail et les progrès, plus que le niveau absolu atteint par les élèves, et du coup de limiter autant que possible les évaluations sommatives. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'en débarrasser totalement, mais on peut certainement les limiter. Et aussi, de manière plus générale, limiter autant que possible les comparaisons entre élèves qui sont, elles, vraiment nuisibles à tous les coups. Et alors, pourquoi tout ça, ça ne se fait pas autant que ça le devrait? Je ne dis pas que ça ne se fait pas du tout. Il y a des enseignants qui sont très en pointe là-dessus, et il y a quelques établissements qui le sont aussi, mais clairement, ce ne sont pas des pratiques qui sont généralisées. Alors, quels sont les freins? Un frein, c'est l'habitude. Oui, on a toujours fait les contrôles comme on le fait, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Et là, franchement, j'accuse pas les enseignants parce que l'habitude, on en est tous victimes. On a tous nos habitudes et on sait tous que c'est difficile d'en changer. Donc oui, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Mais bon, il y a aussi l'organisation institutionnelle, le fait que on est organisé de manière à produire des bulletins à la fin de chaque trimestre, et ces bulletins, il faut bien marquer quelque chose dessus. Et qu'est-ce qu'on va marquer dessus si on n'a pas des moyennes? Donc, il faut des notes pour faire des moyennes. Mais peut-être on pourrait un petit peu changer cette organisation et ses exigences aussi. Et puis, il y a des contraintes qui sont un peu plus externes aux établissements, qui sont le fait que à la fin du collège, il y a le brevet, et à la fin du bac, à la fin du lycée, il y a le bac. Et donc, évidemment, en vue de ces examens qui sont obligatoires, et il n'est pas question de s'en passer, il va bien falloir à un moment quand même que les élèves et les enseignants
voit où les élèves se situent par rapport à ces exigences qui sont celles du brevet et du bac. Donc on voit bien que quand même, au minimum, au cours du collège, va bien falloir faire suffisamment d'évaluations sommatives pour qu'on puisse être sûr que les élèves s'acheminent vers le niveau du brevet. Et puis, il y a aussi d'autres contraintes externes qui sont les contraintes d'orientation. Donc, à la sortie du collège, il faut s'orienter vers le lycée général, professionnel ou technologique. À la sortie du lycée, il faut s'orienter vers l'enseignement supérieur. Et là, ce sont des gros enjeux qui s'alimentent à partir des résultats, donc des notes, des bulletins qui sont obtenus au collège et au lycée. Et donc, tout ça aussi, ça exige finalement des enseignants qu'ils produisent des notes à la chaîne de manière à ce que ce système fonctionne. Et ça, évidemment, on va avoir du mal à s'en passer. Et un dernier point que je voudrais mentionner, puisque je suis en train de m'adresser à des parents d'élèves, c'est que les parents d'élèves aussi sont souvent un frein à l'évaluation formative. Parce qu'il y a bien quelques établissements qui essayent d'être innovants dans ce domaine. Par exemple, des collèges qui disent, des collèges sans notes, entre guillemets, on va essayer de se passer un maximum des évaluations sommatives. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand des établissements tentent ce genre d'expérience, c'est assez mal reçu de la part des parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves, eux aussi, ils veulent des notes. Eux aussi, ils veulent des bulletins avec des moyennes à la fin des trimestres. Et quand on leur dit qu'il ne va pas y avoir de notes, eh ben, ils ne sont pas très contents. Et souvent, ils soupçonnent que si les enseignants ne veulent pas mettre de notes, c'est sans doute pour faire une espèce de nivellement par le bas ou pour dissimuler la médiocrité du niveau de cet établissement. Vous voyez ? Donc là aussi, je pense qu'au niveau des parents, il y a peut-être une révolution intellectuelle à faire pour essayer de s'orienter vers des pratiques pédagogiques qui fassent un peu plus consensus entre les enseignants, les parents, les élèves et qui soient un petit peu plus fructueuses pour les apprentissages. Pour terminer, je veux vous dire que bien évidemment tout ça, si tant est qu'on s'accorde sur ces objectifs, ça ne va pas se faire en une nuit, évidemment. C'est compliqué à mettre en œuvre et ça nécessite de la formation de la part des enseignants. Évidemment, ils sont pas été formés à ça pour la plupart, donc c'est pas simple pour eux de passer à ça. Donc ceci pour faire un tout petit peu de publicité pour le MOOC que j'ai créé, qui est donc une formation en ligne ouverte à tous, qui s'appelle la psychologie pour les enseignants, bon, qui couvre pas toute la psychologie, mais qui est disponible en ligne sur cette plateforme FunMOOC. Et la première édition a eu lieu fin 2022 fin 2021 et nous allons rouvrir une nouvelle session début 2023. Et donc ce MOOC, il a déjà accueilli 34 000 enseignants l'année dernière et on espère bien en accueillir encore cette année. Voilà, et donc dans ce MOOC, il y a 2 chapitres qui intéressent directement ce dont je vous ai parlé ce soir. Il y a un chapitre sur la mémoire et les apprentissages scolaires, et donc comment améliorer la rétention en mémoire des contenus scolaires, justement en utilisant les tests. Et puis un chapitre fait par ma consoeur Joëlle Proust qui parle de la motivation, et donc justement de quelles sont les pratiques qui améliorent la motivation et celles qui la tuent dans l'œuf. Donc voilà, ce sont 2 chapitres qui sont directement pertinents pour la question des évaluations et qui pourraient donc contribuer à former les enseignants vers ces pratiques que nous recommandons. Et si ça vous intéresse, ou si vous ne voulez pas faire le MOOC entier, etc., qui est de toute façon fermé actuellement, vous pouvez retrouver ces vidéos aussi sur YouTube et vous pouvez voir plus de détails également sur mon blog. Comme je distribuerai les diapos à la fin, vous aurez les liens cliquables dedans, donc ce n'est pas la peine de les noter à toute vitesse. Voilà, et pour terminer, encore quelques lectures, si vous voulez en savoir plus là-dessus, notamment sur la manière d'améliorer les apprentissages à l'école, je vous recommande ces 2 livres de Rediger à gauche et de Willingham à droite, et puis les sites du Conseil scientifique de l'éducation nationale sur lesquels il commence à y avoir un paquet de rapports et de ressources pédagogiques qui pourraient être très utiles, et le site du MOOC. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions à poser également, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Je voudrais juste revenir sur un point. Vous parliez tout à l'heure du fait que l'évaluation par compétences ne se généralise pas, et pourtant elle fait partie de la dernière réforme du collège. Elle est désormais obligatoire théoriquement dans tous les collèges. Voilà. Je disais donc on a tous des établissements pour lesquels les compétences sont soit adoptées de façon très massive, voire totalement, d'autres où c'est encore hybride et pour le coup ça pose d'autres problèmes, et puis quelques établissements vraiment très réfractaires. Comment est-ce qu'on peut participer à faire bouger les choses sur le
sur le fait d'avoir besoin de cette évaluation par compétences parce qu'effectivement, elle est plus pertinente et plus rassérénante pour nos enfants. Oui, alors bon, peut-être je retarde d'une réforme, hein, vous savez, ça bouge tellement vite à l'éducation nationale. Donc, tant mieux qu'on s'achemine plus vers une évaluation par compétences. À vrai dire, je voudrais vraiment voir comment c'est mis en œuvre concrètement par les établissements avant de me prononcer là-dessus. Donc, je ne suis pas suffisamment en contact avec le terrain, on va dire, pour pouvoir en juger. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Écoutez, je ne sais pas. Comme toujours, tout évolue assez lentement. Hein, mais bon, s'il y a des directives officielles, je pense que c'est le genre de choses qui va évoluer progressivement quand même. Bah là, pour le coup, oui, c'est vrai que nous, pour les parents de collège, la situation est un peu inverse, à savoir qu'on a beaucoup d'établissements qui sont passés au tout compétences et la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était le fait que les intitulés de compétences n'étaient pas très parlants pour les familles et qu'il fallait expliciter ceci aux familles. C'était vraiment le gros travail qu'on a eu à faire auprès des familles. Et puis le fait qu'on a toujours un ou deux enseignants, même dans une équipe pédagogique, qui continuent de mettre des notes et sans se rendre compte à quel point ça dénature totalement le bulletin, parce que quand vous avez une seule note qui fait office de moyenne générale sur un bulletin, elle ne sert strictement à rien et elles font passer les compétences des enfants au deuxième plan et c'est pas très très pertinent. Oui, je comprends parfaitement. Donc c'est marrant parce que ce retour que vous me donnez, moi je l'ai pas vécu par expérience dans le collège de mon enfant actuellement. D'accord. Donc, voilà, je suis personnellement dans un contre-exemple. Après, voilà, effectivement, les enseignants sont autonomes, ils ont leur liberté pédagogique et donc il y en aura toujours quelques-uns qui seront réfractaires à la nouvelle réforme. Bon, voilà, j'ai pas malheureusement la solution miracle à ce genre de difficultés. Mais bon, après, oui, voilà, c'est le rôle des chefs d'établissement d'arriver à tirer leurs équipes pédagogiques dans une même direction pour un objectif commun. Voilà, certains y réussissent mieux que d'autres, hein, comme nous le savons tous. On a une question dans le chat qui nous demande s'il y a des profils d'enfants pour lesquels l'évaluation sommative est plus pertinente que l'évaluation formative. J'ai pas connaissance que ça diffère entre les enfants. À ma connaissance, tous les êtres humains et probablement tous les mammifères bénéficient de l'effet de test ou de récupération en mémoire pour l'ancrage en mémoire. Donc je serais étonné d'apprendre qu'il y ait des enfants qui échappent à ça. Voilà. Après l'évaluation sommative, je dis pas que ça ne doit pas exister, hein, bien entendu. Je pense qu'on a tous envie d'avoir quelques étapes où on a quand même un bilan clair et précis de où en sont les élèves, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les élèves aussi, ils ont envie de savoir. Hein. Mais il faut juste que ça arrête de devenir le centre du monde de toutes les classes et de tous les établissements. Bien, merci M. Ramus, on reviendra vers vous pour les questions à la fin. Donc Mme Haddad vient de nous rejoindre. Bonsoir Mme Haddad. Bonsoir. Moi je viens pour présenter l'évaluation positive. Juste avant, je me présente en quelques mots. J'ai été professeure des écoles de la petite section au CM2. J'ai été ensuite maître formateur. Ensuite, j'ai été formatrice à l'INSPE, donc c'est l'université pour former les gens qui viennent de passer le CRPE en Master 1, Master 2. Donc formation initiale et maintenant je fais de la formation, je suis formatrice indépendante et je fais de la formation continue, ce qui me permet de partager mes pratiques de classe et notamment ma motivation étant le bien-être des élèves et des enseignants à l'école. J'interviens notamment sur l'évaluation positive et sur le bien-être. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bien dans sa tête, bien dans sa classe, avec un co-auteur qui permet d'avoir des outils sous la main pour nous aider à nous sentir mieux. Donc voilà. Donc moi, je vais juste faire d'abord le point sur les demandes institutionnelles et puis ensuite vous proposer peut-être les outils que j'ai conçus. Moi, j'ai pratiqué l'évaluation positive depuis 1997 et j'ai su que ça s'appelait évaluation positive qu'avec les programmes de 2015.
Donc moi, ce que je vais vous présenter là, c'est d'abord une demande, c'est une liste de demandes institutionnelles et je vais commencer par le référentiel de compétences du professeur des écoles. Donc ce référentiel permet aux enseignants de se voir évoluer dans leur métier jusqu'à la fin de carrière. Et il y a 14 compétences qui sont communes à tous les éducateurs. Et puis, il y a 5 compétences qui sont propres aux professeurs des écoles. Et moi, je vais vous parler d'abord de la compétence qui s'appelle 5, la P5. Le titre de cette compétence, c'est « Évaluer les progrès ». Donc ça, c'est clair. Et évaluer les acquisitions des élèves. Donc rien que ce titre, ça dit que l'habitude qu'on peut avoir de souligner les erreurs n'est pas ce qui est demandé en fait. Là, ce qu'on me demande, c'est de mesurer les progrès de chaque élève et surtout de savoir ce qu'ils savent. Et c'est parce que je vais pointer ce qu'ils savent que je vais savoir ce que je dois travailler avec eux. Donc ce n'est pas faire abstraction d'objectifs à atteindre et pas encore atteints. C'est au contraire se dire j'ai un objectif à atteindre. Pour atteindre cet objectif, ça ne va pas se faire d'un seul coup. Donc je vais pouvoir mesurer l'évolution de chaque élève vers cet objectif. Et c'est en ça que j'évalue les progrès et les acquis. Et on demande pour ça 3 choses. La première chose, c'est de construire et d'utiliser des outils. Et ces outils ont une fonction bien particulière. Et déjà, ça permet d'évaluer des besoins. Donc quand on évalue des besoins en tant qu'enseignant, eh bien on sait ce sur quoi on va travailler. C'est-à-dire que notre préparation de classe se fait sur la base de l'évaluation des besoins de chacun de nos élèves. Ensuite, ces outils permettent d'évaluer les progrès. Donc ça, on vient d'en parler. Comment l'élève avance vers un objectif. Et enfin, ces outils évaluent le degré d'acquisition. Alors, un degré d'acquisition, ça veut dire que j'ai acquis quelque chose, mais je n'ai pas forcément la même expertise que mon voisin. Et pour ça, je prends un exemple avec de la musique. Moi, je peux dire que je sais jouer au clair de la lune au piano, simplement parce que je vais jouer au clair de la lune avec mon index. Et c'est vrai, je saurais jouer au clair de la lune parce qu'il y aura la mélodie et le rythme. Cependant, d'autres pourront jouer au clair de la lune avec 3 doigts. Et d'autres avec 2 mains en plaquant les accords. Et d'autres encore en arpège. Et peut-être d'autres en utilisant la pédale. Et encore un autre avec un arrangement de jazz. Au final, tous ces gens ont acquis une compétence avec des degrés d'acquisition différents. Et ce qui va être important avec nos élèves, c'est de savoir qu'est-ce que j'attends au minimum pour dire oui, cette compétence est acquise, en sachant que tout le monde pourra progresser pour affiner son degré d'acquisition ou pas, puisque chacun a un rythme particulier. Donc ça veut dire que je ne peux pas comparer mes élèves entre eux parce qu'ils peuvent acquérir des choses à leur manière et à leur niveau. Le deuxième point de cette compétence, c'est de rendre nos élèves partenaires parce que je dois développer leur capacité d'auto-évaluation. Et pour qu'ils s'auto-évaluent, il faut bien qu'ils soient conscients de ce que je mets en place en tant qu'enseignant, des critères de réussite que je vais pointer pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre du recul sur leur travail et arrêter de dire « j'ai fini », mais plutôt dire « j'ai réussi ». Et enfin, troisième point,
communiquer aux élèves. Donc, ce sont encore les élèves qui sont nos premiers destinataires. Et aux parents, ensuite, ce qu'on attend comme résultat par rapport à ce qu'on nous demande dans les programmes. Donc, vous voyez que d'un côté, on a d'abord les progrès et les acquis, l'implication des élèves, et ensuite, ce que tu as acquis, ça se situe à cet endroit sur le chemin qu'on te demande de parcourir. Voilà, ça c'est le premier document. Ensuite, dans la deuxième diapo, c'est la loi. Donc, c'est un décret qui date de 2015 et qui est paru en 2016. Et ce décret, donc cette loi, nous demande de faire en sorte que l'évaluation ait une valeur pédagogique. Parce que la notation sanction n'a pas de valeur pédagogique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon évaluation a une valeur pédagogique, elle fait partie intégrante de mon enseignement. Donc, je ne fais pas le choix entre enseigner et évaluer, mais j'enseigne en évaluant et j'évalue en enseignant. Et on fait cette demande jusqu'au collège. Pour ça, on nous demande de privilégier une évaluation positive. Et à nouveau, on nous dit de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et la progression des élèves. Donc, d'un côté, on a la compétence du professeur des écoles. Là, maintenant, on a une loi. Personne ne nous dit trop ce que c'est l'évaluation positive. Donc, on va continuer et on va arriver au socle commun. Donc, c'est la diapo d'après. Et le socle commun nous demande de faire en sorte que nos élèves développent leur confiance en leur capacité à réussir et à progresser. Au final, ce que ça dit, c'est que plus je vais mesurer les progrès des élèves, plus je vais les impliquer dans leur auto-évaluation, plus je vais leur montrer qu'ils sont capables. Et ça veut dire que je leur donne un sentiment de compétence qui va générer estime de soi, confiance en soi, et donc ils vont se sentir capables et valables, puisque même si on n'atteint pas le même niveau que le copain, eh bien on progresse. Et c'est bien ça le plus important. Donc il y a un document qui nous explique ce qu'est l'évaluation positive, c'est le programme de la maternelle. Donc là, on peut sauter la diapo d'après parce que c'est un titre et voilà, on va direct là. Dans le programme de l'école maternelle, il y a un chapitre qui s'appelle « Une école qui pratique une évaluation positive ». Et dans ce chapitre, on nous dit tout, c'est-à-dire on nous dit exactement ce que c'est, comment on le fait et à quoi ça sert. Et dans ce premier passage, déjà, on nous explique que quand on évalue nos élèves, c'est notre travail qu'on évalue. Moi, quand je vais évaluer mes élèves en fonction de leur production, je vais savoir si le dispositif pédagogique que j'ai mis en place convient et à qui il convient et à qui il ne convient pas. Donc, je vais pouvoir réguler mon dispositif pédagogique pour faire en sorte que chacun de mes élèves progresse. Ensuite, on me dit comment ça se fait. Et donc, j'observe et j'écoute. J'observe ce que l'enfant fait, que ce soit une production écrite, une attitude, et j'écoute ce qu'il dit, que ce soit une production orale demandée ou spontanée. Et grâce à cette observation, je vais pouvoir faire des constats de ce qu'il sait. Dans la suite de ce paragraphe, donc c'est l'autre diapo, pardon, on nous demande de ne pas s'attacher au résultat. Ce n'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin. Et parce que je vais m'attarder sur le chemin, je vais voir les progrès qui sont faits pour atteindre un résultat. Mais je n'attends pas un résultat tout de suite. On me dit encore dans ce chapitre que mes élèves sont mes partenaires, puisque
je vais permettre à chacun d'identifier ses réussites. Donc là, je suis vraiment explicite. Ce que j'observe et ce que j'écoute ne se fait pas à un instant T. Ça se fait au fil de l'eau. Donc, l'école est en cycle. Mes élèves vont devoir apprendre des choses qu'ils vont devoir automatiser pour être efficients. Et ces choses qu'ils ont à automatiser, eh bien, je vais leur proposer de s'entraîner, de revenir dessus de façon récurrente, peut-être de façon autonome, pour que chacun ait le temps dont il a besoin pour acquérir une connaissance ou simplement automatiser quelque chose qu'il fera de façon plus intuitive et plus spontanée. Ce n'est pas non plus un travail individualisé, puisque je fais progresser mes élèves au sein du groupe. Donc, il y a de toute façon une cohésion d'équipe, un travail en équipe, et en même temps, je fais en sorte de répondre aux besoins de chacun de mes élèves. Pour ça, moi, je propose un outil, et donc on va pouvoir passer 2 diapos. Celle-là, c'est le titre, voilà. Là, par exemple, au fil de l'eau, ça veut dire que je vais demander plusieurs fois la même tâche. C'est une tâche récurrente. Ici, je suis en maternelle, j'ai le domaine, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, j'ai le sous-domaine, c'est l'écrit. Et l'attendu de fin de cycle, c'est écrire son prénom en cursive sans modèle. Pour ça, il va y avoir un cheminement. Et ce cheminement, ça va être de la découverte, de l'observation, de la manipulation de pions-lettres, voilà. Ce qui fait que une fois de temps en temps, je peux demander à mes élèves d'essayer d'écrire leur prénom. Et quand je mets leur production les unes en dessous des autres, on voit l'évolution. Et les progrès sont flagrants puisque de septembre à décembre, eh bien, on voit l'évolution. Et moi, je peux mesurer la qualité de mon dispositif pédagogique par rapport justement à l'accompagnement des enfants, à l'observation de tout le matériel que j'ai mis en place, à la manipulation, parce que je vois qu'il y a des progrès. Et si je vous donne l'autre exemple qu'il y a dans la diapo d'après, en français pour un CP, par exemple, là, je sais que l'attendu de fin de cycle, c'est rédiger un texte d'environ une demi-page. Eh bien, l'enfant va écrire un texte librement. En octobre, cet enfant va chercher dans ses outils pour écrire la phrase qu'il a envie d'écrire et il recopie les mots dont il a besoin. En mai, il écrit un texte sans aller chercher dans ses outils. Et moi, je peux voir que maintenant, il a des sons qu'il connaît, donc il fait une relation phonème-graphème, il a des mots-outils qu'il sait écrire et il utilise des connecteurs logiques, il utilise même l'imparfait et il a la notion du pluriel. Donc ça, c'est l'observation attentive que je fais des productions de mes élèves pour faire des constats de réussite. Dans le programme de maternelle, il y a un autre chapitre qui s'appelle « Comprendre la fonction de l'école » et c'est l'autre diapo. Et dans « Comprendre la fonction de l'école », on nous explique que les élèves ont besoin de se situer sur un chemin. Ce chemin est un parcours vers un attendu de fin de cycle. Et ce chemin permet aux élèves de voir ce qu'ils ont déjà parcouru et ce qu'il leur reste à parcourir. Donc l'outil que moi j'ai conçu, c'est la suite. Donc là, je vous montre un album de réussite en maternelle. C'est une double page qui se fait sur les 2 diapos d'après. Donc ça, c'est la première diapo. Vous voyez qu'il y a un chemin. Ce chemin va amener à la compétence écrire son prénom en cursive. Et pour ça, il y a différents pôles. Donc là, en dessous, il y a le pôle de déjà reconnaître son prénom.
Et sur l'autre page, il va reconstituer son prénom, il va l'écrire seul en capitale d'imprimerie, il va l'écrire seul en cursive, et vous voyez qu'il y a de nombreuses étapes. Donc si je reviens un petit peu en arrière, juste la diapo d'avant, ce chemin a autant de cases que d'étapes dans cette double page. L'élève peut réaliser ces étapes dans l'ordre qui lui convient, et à chaque fois qu'on date, alors on colorie une case du chemin. Là, c'est très clair. Il voit le chemin qu'il a parcouru et celui qui lui reste à parcourir. Donc, on va passer rapidement les autres diapos puisque c'est la même chose pour le cycle 2 et le cycle 3. Voilà, le cycle 2, on peut passer. Le cycle 3, ensuite, on peut passer. Et au final, ça donne ça sur les 3 années d'un cycle. L'idée, dans la diapo d'après, c'est de vous montrer que ça peut être intéressant. Le problème, c'est que c'est l'adulte qui décide de la qualité du travail. Et sans avoir l'élève partenaire, on ne sait pas comment l'élève prend ça. Est-ce que c'est le visage de son enseignant, auquel cas il lui fait plaisir, il le rend moyennement content, il le rend carrément triste. Donc il y a un côté affectif qui ne permet pas à l'élève de donner du sens à ce qu'il est en train d'apprendre et de travailler. L'idée avec l'évaluation positive, c'est d'arriver à la diapo d'après, de demander à l'élève « Que penses-tu de ton travail ?» Et ce qui est très intéressant, c'est que la diapo d'après montre le travail d'un élève de petite section où la consigne était pour assouplir le poignet en vue de l'écriture. On allait faire un coloriage et je leur ai demandé, en fait, la question phare, c'est comment saurez-vous que vous avez réussi? Et là, les petits m'ont dit, faut tout colorier, faut pas dépasser et faut pas laisser de blanc. Et j'ai accepté ces 3 critères de réussite, j'en ai pas rajouté. Cet enfant vient me voir en me disant, maîtresse, j'ai réussi. Et je lui dis, comment tu le sais? Et elle me dit, j'ai tout colorié. C'est vrai, j'ai pas laissé de blanc. C'est vrai, le petit point blanc que vous voyez en bas, c'est un point de colle. Elle dit, j'ai un peu dépassé, c'est vrai, mais j'ai 2. J'ai donc 2 sur 3, donc je suis sur le chemin. Donc cet élément-là, on le colle dans un cahier qui est dédié aux réussites. Et le cahier qui est dédié aux réussites, je vous en montre un exemple tout de suite après. Là, par exemple, c'est un cahier de cycle 3, un cahier de progrès. Là, l'enseignante a demandé aux élèves d'apporter une photo d'une de leurs réussites. Et vous voyez qu'il n'y a pas que l'école dans la vie, il y a la vie aussi. Donc, il y a une enfant qui fait de l'équitation, l'autre qui fait de l'athlétisme, l'autre qui a une très belle relation avec son frère, l'autre qui s'est souvenu qu'il avait appris à faire du vélo et l'autre qui aime faire la cuisine et qui sait faire la cuisine. Eh bien, le fait de mettre ça en en-tête montre que quoi qu'il se passe à l'école, je sais faire des choses et je peux garder ma confiance en moi et mon estime de moi parce que je me sens capable et valable. Dans ce cahier, en fait, vous avez vu des extraits de ce cahier avec les prénoms de petites sections ou avec la production d'écrits de CP. Eh bien, c'est là-dedans qu'on va recueillir les productions identiques des élèves qui vont se mettre les unes en dessous des autres et qui vont montrer les progrès. Et moi, j'invite les enseignants à garder une section pour les réussites de la maison et pour que les parents puissent voir leur enfant avec peut-être un regard un peu différent en cherchant les réussites familiales. Est-ce que j'ai rangé ma chambre? Est-ce que j'ai mis la table? Est-ce que j'ai gardé mon petit frère, ma petite sœur? Est-ce que j'ai fait une audition de piano? Est-ce que j'ai eu mon étoile au ski? Et d'apporter une photo de ces réussites et le mettre dans ce cahier, ça permet à chaque enfant de se sentir important. Dans la diapo d'après, et j'ai fini dans 3 minutes, c'est la photo d'une maman qui est venue en classe et c'est son enfant qui lui explique ce qu'elle a réussi. C'est-à-dire que l'enfant est tellement impliqué dans ses apprentissages et a ces outils-là en main au quotidien, de façon autonome et accompagné par l'enseignant, que
quand on reçoit les parents, eh bien, c'est l'enfant qui explique ce qu'il a réussi à faire et qui explique son travail. Je pense que les diapos d'après, on peut les passer très très vite. C'est juste un rappel de l'état d'esprit. Donc là, on peut vraiment aller très vite. Voilà, zéro piège. On est dans la confiance totale. Les élèves savent exactement ce qui est évalué en termes de critères de réussite. Ils ont le droit de s'entraîner autant de fois que nécessaire pour progresser et s'améliorer. Forcément, l'auto-évaluation n'est pas possible, elle est incontournable. En même temps, j'ai besoin, moi, en tant qu'enseignant, d'avoir un dialogue pédagogique avec mes élèves pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont réussi et de ce qu'ils doivent encore améliorer ou quel autre objectif ils peuvent se fixer. Et la note, pour moi, ne pose aucun problème. À partir du moment où elle mesure un score, c'est-à-dire que quand je fais une dictée de mots avec 10 mots et que j'ai 3 réussites, eh bien j'ai 3 sur 10 et ça pose aucun problème. Si je fais la même dictée de mots parce que ce sont des mots invariables et qu'après j'ai 8 sur 10, eh bien j'ai 8 sur 10. Mais je n'aurai pas 8 plus 3 divisé par 2, j'aurai 8. Comme un jeu vidéo où j'ai le dernier score. Donc, la diapo d'après donne les caractéristiques de l'évaluation positive. Ça permet de différencier et de s'adapter à chacun. On respecte leur rythme. On sait que les élèves ont 3 ans pour travailler. Ça génère confiance en soi, estime de soi. On mesure les progrès. Et le dernier point, c'est qu'on a des critères de réussite autant qu'il faut pour que chacun se sente progresser. Et dans ma dernière diapo, je vous présente juste mes outils, mais on pourra en parler après. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ah oui, j'ai une chaîne YouTube avec une playlist sur l'évaluation positive. Et voilà, je crois que j'ai tenu le rythme. Oui, bah écoutez, merci en tout cas pour ces 2 présentations qui à mon sens se complètent les uns et les autres. Si vous avez des questions, et notamment je vois qu'il y a des mains levées. Alors. Oui, bonsoir, je suis sans caméra, excusez-moi. Donc Marie-Françoise Vitran, je vous remercie tous les deux infiniment. Merci beaucoup Monsieur Ramus. Merci Madame Haddad. Moi, je voulais poser 2 questions. Donc 2 questions pour les un peu plus grands, donc notamment pour les certifications des langues vivantes, style TOEIC, Cambridge, etc., où nous avons encore des grandes complications pour que nos jeunes, et notamment les jeunes porteurs de troubles 10, puissent y accéder, puisqu'on refuse les aménagements systématiquement. Or, on sait que ces jeunes ont des compétences à l'oral, mais l'écrit en QCM est très compliqué. Et l'autre question est sur les évaluations nationales. Donc, en tant que parent, je trouve que ça ne bouge pas assez. En tant que représentante associative, effectivement, nous avançons et nous avançons vite grâce à vous. Aujourd'hui, les évaluations nationales sont encore vues comme, je dirais, la peur panique par les enseignants qui ne comprennent pas tout, même si ça avance. Bien sûr, les enseignants sont de bonne volonté, ça avance, mais aussi par les parents. Comment nous, parents et représentants associations de parents, pouvons dédramatiser ces fameuses évaluations qui ne sont en fait que, je dirais, des points, des leviers pour les enseignants mieux adapter leur pédagogie. Voilà, tout simplement, il n'y a aucun enjeu autre que celui-là, c'est de porter l'enfant vers sa réussite. Donc voilà, c'est là où nous on aurait besoin un peu d'aide parce que comment pouvons-nous faire et faire l'interface entre les parents et les enseignants pour expliquer tout ça simplement, tout en restant dans notre rôle de parents d'élèves et d'étudiants. Oui, je peux répondre sur l'aspect des évaluations nationales. Oui, c'est vraiment curieux parce que depuis le départ, le Conseil scientifique de l'éducation nationale a conçu ces évaluations et a dit dès le départ, ce sont des évaluations sans enjeu, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Il s'agit juste d'offrir aux enseignants des évaluations fiables qui leur permettent de situer où en sont leurs élèves, de détecter ceux qui ne sont pas tout à fait prêts pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, de détecter ceux qui sont en retard et pour lesquels il faudrait intervenir particulièrement. C'était la seule fonction de ces évaluations nationales. C'est ce qu'on a dit dans tous les documents d'accompagnement, c'est ce qui est écrit dans les documents du Conseil scientifique, je l'ai répété sur mon blog dans un article explicatif, mais
Je ne sais pas pourquoi les enseignants ne peuvent pas s'empêcher de les percevoir comme quelque chose qui les évalue eux-mêmes et qui évalue leurs élèves et qui, honnêtement, je ne sais plus quoi ce qu'il faut faire. Peut-être Madame Haddad a un indice là-dessus. J'ai un indice là-dessus, oui. Parce qu'en fait, c'est écrit dans les textes que l'évaluation sert à mesurer la fiabilité du dispositif pédagogique. Donc, il est possible qu'un enseignant qui voit ses élèves rater les évaluations nationales se sente vraiment mal parce qu'il pense qu'il n'a pas réussi son travail et il peut culpabiliser. Or, moi, quand je suis en formation évaluation positive, je donne à faire une réflexion sur les évaluations nationales avec l'état d'esprit évaluation positive. Et ça s'est passé mercredi. Les enseignants ont découvert qu'en fait, les évaluations nationales leur permettaient d'avoir une batterie de documents qui servaient la mesure des progrès de leurs élèves. Et que donc, en donnant des évaluations nationales en septembre, en faisant ça avec leurs élèves comme si c'était un jeu et en conservant ces données, ils refaisaient les mêmes en janvier. Ils pouvaient coller les uns en dessous des autres, les unes en dessous des autres, les productions. Et ils sont même arrivés à se dire que l'enseignant de CE2 pouvait s'en resservir pour continuer à mesurer l'évolution. Donc je pense que c'est juste dédramatiser et faire comprendre que c'est un outil. Mais c'est dur, c'est dur à faire comprendre. Oui, c'est tout à fait l'esprit, on est d'accord. Je viens de coller dans le chat un lien vers l'article que j'avais écrit à l'époque où elles étaient sorties la première fois, qui explique vraiment l'esprit. Et de fait, l'ADEP sonde également les enseignants de CP sur la manière dont ils reçoivent ces évaluations et sur l'usage qu'ils en font. Et quand même, les évolutions sont assez positives. C'est-à-dire que de plus en plus d'enseignants de CP trouvent ces évaluations utiles et ils s'en servent pour intervenir auprès de leurs élèves. Est-ce qu'il y a une autre question? Question de Anne qui nous dit merci, parce qu'elle a déjà suivi apparemment les conférences de votre part, M. Arnus, et elle disait merci, grâce à vous, j'utilise maintenant les QCM et j'envisage de faire des boîtes de Leitner. Précisez ce que c'est. Ouais. Oui, donc les boîtes de Leitner, c'est une manière pratique de gérer l'espacement entre les tests. C'est-à-dire, en gros, on se fait des petites cartes double face avec les questions et les réponses, ça c'est classique, donc vous pouvez en avoir tout un paquet, et donc vous testez sur ces cartes, et puis si vous répondez correctement, vous mettez la carte dans une boîte dans laquelle vous retournerez piocher, mais plus tard. Alors que si vous donnez la mauvaise réponse, vous mettez la carte dans une boîte dans laquelle vous allez revenir plus rapidement. Donc ça permet de gérer le fait que vous allez devoir vous retester plus rapidement sur les choses que vous savez pas, et les choses que vous savez, quand même vous avez un risque de les oublier, mais donc vous allez y retourner plus tard. Et donc c'est un système à 5 boîtes, les boîtes de Leitner, mais on peut le faire avec 3 boîtes aussi. Il y a différents systèmes. Donc voilà, c'est un petit truc pour gérer l'espacement des tests. On a une demande de prise de parole de Vlad qui lève la main. Je vous invite à réactiver votre micro si vous voulez poser votre question à l'oral, ce sera plus simple. Alors, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? En fait, on est tous les deux donc parents d'élèves. Moi, c'est la maman qui parle, donc c'est Maria Costache. On est tous les deux donc parents d'élèves. On a 2 enfants, un enfant en moyenne section et un deuxième enfant en classe de CM1. Et ce soir, je me permettais en fait un commentaire et une question parce que j'ai besoin en tant que parent de comprendre. Alors, un commentaire, c'est donc à l'heure actuelle, on a passé avec le grand par la maternelle. On a vu ces évaluations au fur et à mesure du temps. C'était le cas pour nos 2 enfants qui ont suivi dans des écoles différentes, dans des villes différentes parce qu'on a pas mal bougé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à une école. Et c'était un système que Madame Haddad vous avait présenté et que moi, personnellement, j'ai bien aimé parce que on voit la progression de nos enfants tout au long de l'année. Alors, à ma grande surprise, et ça, c'était avec le grand que j'ai plutôt rencontré ça, c'est qu'on est passé, donc quand le grand, il est rentré en CP, nous sommes passés
au système d'évaluation par compétences où on nous donne ces fameux livrets et où on voit que nos enfants, enfin que mon enfant en l'occurrence, donc il a quelque chose acquis, non acquis, en cours d'acquisition, dépassé. J'ai pas le détail, je ne l'ai jamais eu. Peut-être que Covid était passé par là et que les temps de parole, de discussion avec les enseignants, qui pareil, ils changent tous les ans, donc c'est quelque chose qui n'est pas, j'ai envie de dire, là encore, ce n'est pas spécifique à une école ou à un enseignant. Mais on perd ce suivi au cours du temps. On ne sait plus ce qu'on attend de nos enfants. Moi, mon enfant, s'il a quelque chose, et c'était le cas, moi en tant que parent, en fait, j'ai vu en fait une année, il avait très peu de choses qui étaient en cours d'acquisition et beaucoup de choses qui étaient acquis, enfin bref. L'année d'après, je me suis rendu compte qu'il avait un peu plus de choses qui étaient en cours d'acquisition. J'ai du mal à comprendre en fait. Il y a cette évaluation qui me manque. Moi, en tant que parent, ça me manque beaucoup. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On parle des évaluations nationales aussi. On a compris, on découvre, quand on a des enfants en bas âge, on découvre, nous, en tant que parents, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, au début de l'école primaire, il y a comme quelque chose qui change par rapport à l'école maternelle. Et je voulais en fait savoir dans ce sens si c'était qu'un ressenti que j'avais moi ou s'il y avait... Qu'est-ce qui changeait en fait? En fait, les enseignants sont des humains avec une personnalité et une façon d'enseigner. Et ce n'est pas parce que vous allez terminer la maternelle que vous allez découvrir une autre façon de faire, c'est simplement parce que vous allez changer de personne en face de vous. Même en maternelle, parfois, l'évaluation par compétence est encore un petit peu complexe à mettre en œuvre. Et il y a encore le système de vert, rouge, orange, alors qu'on sait pertinemment que tous les enfants sont en train d'apprendre. Donc, c'est pas en primaire, en élémentaire, ça se passe comme ça. Il y a des enseignants qui se forment et qui s'entraînent et qui essayent, qui tentent de faire une évaluation dans laquelle ils se sentent bien. Mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le niveau de classe. Et pour preuve, je travaille avec 2 enseignants de collège et lycée qui pratiquent en évaluation positive, un prof de maths en terminale S et un prof de physique en 6e et en 4e. Donc, ce n'est pas le niveau, c'est vraiment la personnalité de l'enseignant qui fait comme il peut et comme il a appris et comme il est en train d'apprendre. Oui, mais justement, je me permets, en fait, juste, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que l'observation que moi j'ai fait, c'est vraiment entre l'école, enfin même la présentation de ces évaluations en fin d'année, elle ne se fait pas pareil. Même en cours d'année, c'est pas pareil, c'est complètement différent entre la maternelle et l'école primaire. Et ce n'est pas enseignant dépendant en fait. C'est exactement ce que je disais. En fait, ce n'est pas ni école dépendant ni enseignant dépendant. C'est quelque chose qui est général en fait. À la fin de l'année, un enfant d'élémentaire, nous en tant que parents, on reçoit toujours ces livrets avec les cases, avec acquis, non acquis, tout ça. Donc c'est ça ce que j'essaie de comprendre en fait. Du coup, on a un peu du mal à continuer à savoir qu'est-ce qu'on doit appuyer sur nos enfants. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Oui, si je m'excuse, madame, ce dont vous parlez, ça doit être le LSU, qui n'existe pas en maternelle et qui vient s'imposer dès que les enfants arrivent en primaire. Alors, cependant, il n'y a pas le LSU en maternelle, mais il y a la synthèse des acquis de fin de maternelle. Et ça revient exactement au même que le LSU, sauf que ça se remplit une fois dans le cycle. Le LSU est un document obligatoire. Il n'est pas c'est-à-dire que je peux très bien rendre un LSU en mettant partout partiellement acquis parce que mes élèves sont en train d'apprendre
et accompagner le LSU avec les outils que je vous ai présentés. Il y en a 2. Un parcours sur le cycle avec des critères de réussite et un cahier de progrès avec les productions d'élèves qui montrent l'évolution et le degré d'acquisition. Ça, c'est possible. Et puis, ce qu'il faut qu'on retienne tous en tant que parents dans l'évaluation par compétences, c'est le fait qu'elles ne sont pas définitives et qu'elles doivent progresser en fonction des attentes relatives au niveau de nos enfants. Ce que présentait Madame Haddad tout à l'heure avec le fait de savoir écrire son prénom en cursive quand les enfants sont en maternelle, effectivement, la compétence est acquise, mais elle évoluera au CP, on n'aura pas les mêmes attendus pour cet élève et du coup, certaines compétences qui ont été travaillées précédemment et dont le niveau était acquis à la fin de la maternelle vont être en cours d'acquisition parce qu'au CP, on aura monté d'un cran dans l'exigence de cette compétence et dans la capacité de l'élève de ce que l'on attend. Et du coup, parfois, on a l'impression que nos enfants reculent, ce qui n'est pas le cas. En fait, simplement, on a monté le curseur d'un cran sur ce que l'on attendait d'eux sur une compétence dédiée. Et c'est la raison pour laquelle le LSU seul ne suffit pas et que je saurais que mon enfant n'a pas régressé parce que je verrai que, par exemple, une addition, il sait la faire à 2 chiffres, il sait la faire ensuite avec des retenues, il sait la faire ensuite avec des grands nombres, avec des fractions, avec des nombres décimaux ou pas. Mais je saurais où est-ce que le degré de complexité lui pose pour l'instant un problème et ce qu'il est en train de travailler. Peut-être pour compléter par rapport aux évaluations nationales, à contrario, les évaluations nationales, elles n'ont jamais été conçues pour offrir un retour aux parents. Leur but, c'est vraiment d'offrir de l'information aux enseignants, mais bon, voilà. Pour les parents, c'était pas ça qui était pertinent, en fait. Alors après, elles ont lieu, et évidemment, les parents savent qu'elles ont lieu, donc on ne peut pas non plus cacher les résultats aux parents. Donc c'est pour ça que l'institution s'est retrouvée à essayer de produire des comptes rendus des évaluations nationales que les enseignants pouvaient montrer aux parents. Après, voilà, c'est plus ou moins bien expliqué par les enseignants, plus ou moins bien compris par les parents, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter à propos de ces évaluations nationales. Ce n'est pas là-dessus que les parents doivent vraiment porter leur attention. Nous, représentants de parents, je sais que les évaluations nationales, typiquement, c'est quelque chose que j'invite les parents à ne pas en tenir compte. En fait, elles sont là pour un positionnement national, elles sont absolument pas là pour l'individu qu'est leur enfant et ça n'a absolument aucun intérêt. Il avait des compétences en sortir de CM2, il a des compétences en arriver en 6e, il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est simplement parce que comme cela, ça fait un positionnement global, ça fait des outils pour voir à un instant T, pour l'enseignant, où est-ce que l'enfant se situe. Mais pas forcément pour les parents, ça n'a jamais été pensé pour les parents et l'extraction qui en est faite, en plus, c'est pas vraiment pertinente pour nous parents. On a une question très technique de John qui doit être du domaine, si je comprends, parce que voilà, une échelle de pas acquis à dépasser donne une gradation sur une référence fixée. Ne serait-il pas plus pertinent d'évaluer les compétences sur une échelle comme celle de Bloom? Cela permettrait d'éviter l'écueil de cette perception de recul. Qu'en pensez-vous? Peut-être que John peut prendre la main et expliquer ce qu'il souhaite admettre. Oui, alors c'est-à-dire que là, ce que je comprends qu'on dit, c'est d'une année sur l'autre, on se retrouve dans la situation où on a l'impression de régresser simplement parce que l'objectif varie. Et donc, on se retrouve dans la situation où on a des régressions qui apparaissent, enfin, en tout cas qui sont perçues comme telles par les parents. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent, non pas de regarder si c'est acquis, pas acquis par rapport à ce qu'on cherche, mais simplement de regarder le niveau de compétence sur chacune de ces compétences, avec... on parlait de la taxonomie de Bloom, mais ça pourrait être une autre taxonomie, avec une échelle de 1 à 6, typiquement, on maîtrise, on maîtrise pas la compétence donnée. Oui, c'est exactement ce qui nous manque en fait, c'est ce détail, c'est exactement le détail de quel je parlais. Un cours d'acquisition et non acquis, ça ne veut pas forcément dire pour un enfant qu'il n'a pas du tout essayé d'acquérir en fait cette compétence. C'est difficile à comprendre en fait, et c'est surtout pas suffisant. Donc en fait, c'est exactement ce que j'ai proposé avec le parcours de cycle. Enfin là, il n'y a pas d'autre réponse. S'il n'y a pas de parcours,
l'enfant ne peut pas se situer sur le chemin, savoir ce qu'il a déjà réalisé et ce qui lui reste à parcourir. Et si l'enfant ne peut pas le faire, peut-être que l'enseignant non plus et peut-être que les parents non plus. Donc moi, j'ai proposé un outil, c'est un parcours de cycle avec des critères de réussite progressifs qui amènent vers un objectif, un attendu de fin de cycle. Il y a d'autres questions ? Oui, on a une main levée du côté de l'association départementale. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sandrine de Seine-et-Marne. Je suis vraiment un grand merci pour cette intervention ce soir, qui était de grande qualité. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai une question. Je suis maman d'une petite fille qui ne parle pas. Elle est utilisatrice d'outils de communication, mais elle ne parle pas. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'il est difficile de l'accompagner parce qu'elle ne peut pas être évaluée. Donc, je voudrais savoir comment ce que vous avez présenté ce soir peut être adapté avec des enfants non oralisants. Elle a quel âge ? Elle a 9 ans. Alors, je vais répondre un tout petit peu parce que je pense que j'ai déjà rencontré ça. En fait, il n'y a pas que la parole qui permet d'évaluer. Et c'est marrant parce que parfois, on nous dit « mais cet enfant ne veut pas rentrer dans l'écrit, donc je ne sais pas comment l'évaluer ». Donc, de toute façon, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'on ne peut pas évaluer votre fille sur ses compétences langagières, puisqu'elle ne prend pas la parole. Mais on peut l'évaluer sur tout le reste. Enfin, si elle est rentrée dans l'écrit, elle peut dessiner ce qu'elle a compris, elle peut potentiellement faire des schémas, elle peut faire des manipulations avec des jeux, elle peut faire un exercice et tout ça sans parler. Oui, pardon, je n'ai pas précisé, mais c'est une petite fille en situation de polyhandicap. Donc, elle ne peut pas utiliser ses mains non plus. En revanche, avec les yeux, elle peut faire énormément. Et c'est l'enseignant qui vous dit qu'elle ne peut pas l'évaluer ? Si je vous dis que ce sont les enseignants. Enseignants. Pardon. Les enseignants. En fait, moi, quand je me retrouve en classe avec un enfant qui a des troubles ou qui a un handicap, vu que je ne suis pas formée à ça, j'ai besoin de me rapprocher de mes collègues experts. Et c'est eux qui vont m'aider à trouver des outils. Mais moi, je ne saurais pas le faire puisque je n'ai pas eu cette formation. Qu'en pensez-vous, Monsieur Ramu ? Je dois dire que je suis un peu désarmé aussi sur cette situation parce que je connais un peu plus la problématique des enfants en situation de handicap, mais pour évaluer un enfant non oralisant à 9 ans, je ne saurais pas donner de conseils particuliers. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai du mal à voir exactement ce qu'elle est capable de faire. A priori, ce qu'elle est capable de faire, l'enseignant est capable de le voir et de dire ce qu'elle est capable de faire. Évidemment, par rapport à d'autres objectifs qu'elle ne peut pas atteindre parce qu'elle ne parle pas, évidemment, l'évaluation n'est même pas pertinente en vérité. Et surtout, si on reprend l'évaluation comme étant la mesure de progrès, ce sont les collègues experts qui vont pouvoir me dire à moi non experte, cet enfant, tu dois l'amener à cet endroit-là, mais pas du tout en lien avec un attendu de fin de cycle qui n'est pas fait pour... je vais devoir la voir progresser sur un certain plan. Et ce plan-là, je vais l'attendre de mes collègues experts parce que moi, je ne saurais pas comment faire. C'est le progrès, l'évaluation. C'est pas autre chose. C'est pas l'atteinte d'un but. C'est un progrès. Je vous donne un exemple quand même. Non, mais je vous donne un exemple quand même. En petite section, j'avais reçu une petite fille atteinte de trisomie et elle était en fauteuil et elle n'était pas encore propre. Eh bien, je savais que pour elle, les objectifs de progrès étaient sur la marche et sur la propreté. Et je vous avoue que quand elle est arrivée en marchant à l'école, elle s'est fait applaudir par ses petits copains de petite section. C'est ça l'idée. Merci. Quel est le progrès ? Merci.
Oui, je comprends. Merci beaucoup. On a Armel dans le chat qui nous demande si on peut faire un focus sur l'évaluation par compétences au collège et lycée, car beaucoup focalisés sur le premier degré. Effectivement, est-ce qu'on peut revenir sur comment se passe la moulinette au collège qui permet de passer de l'évaluation par compétences à typiquement le brevet des collèges et son système de points? Parce que là, on fait quand même un peu l'antinomie de l'évaluation par compétences, c'est-à-dire qu'on prend des compétences qu'on va transformer en une note pour à la fin conditionner l'attribution de la moitié des points d'un diplôme. Alors moi, ce que je propose, alors déjà, il y a beaucoup d'évolutions et de progrès, hein, puisque tous les diplômes se réforment. Donc il y a le contrôle continu pour le brevet des collèges avec le LSU, justement, où chaque croix dans chaque colonne rapporte un certain nombre de points. Donc il y a déjà un contrôle continu. Je pense que en tant qu'enseignant, tout seul, on ne peut pas révolutionner tout un système. Par contre, rien qu'en pratiquant une évaluation positive, on peut permettre aux élèves d'acquérir des stratégies, des compétences et de gérer les diplômes qui sont encore, comme on les a connus, qui ne sont pas encore par compétences. Mais ça va arriver de toute façon. Mais si vous êtes intéressé par l'évaluation positive dans le secondaire, je pourrais communiquer le nom d'une de mes collègues qui se fera un plaisir de venir à votre rencontre. Volontiers, on prend d'ores et déjà. D'accord, je vous envoie un mail. On a une dernière question dans le chat. Comment est-ce que, face à tout ça, on adapte l'évaluation pour les troubles 10 ? Alors ça, je peux en parler un petit peu. De manière générale, pour tous les élèves qui ont une situation de handicap qui entrave l'accès à un certain type d'information ou à certains apprentissages, donc comme des difficultés à lire ou s'ils ont des difficultés à écrire, etc. Souvent, leur difficulté ne les rend pas inaptes à la plupart des apprentissages scolaires. Mais ça peut entraver leur performance dans les contrôles, dans les évaluations. Et donc c'est là que c'est important pour les enseignants d'arriver à distinguer, à arriver à sonder les compétences des élèves en contournant leurs problèmes de performance dus à leurs difficultés. Donc typiquement, un élève dyslexique qui peut être bon en maths, mais s'il lit pas bien l'énoncé, il va pas bien arriver à faire des exercices. Ou un enfant dyspraxique qui n'arrive pas à écrire, évidemment, si on lui demande d'écrire les réponses, il va mal les écrire. C'est pas pour ça qu'il est mauvais en maths ou qu'il est mauvais en histoire géo ou qu'il n'a pas appris sa leçon. Donc il faut toujours que les modalités d'évaluation soient adaptées à la difficulté de l'élève de manière à contourner la difficulté. Ça fait partie des choses qui sont normalement maintenant très courantes, hein, et dans tous les établissements, on est censé avoir des adaptations pour les situations de handicap, à la fois pour les apprentissages, pour les évaluations. Et les adaptations dépendent effectivement du type de handicap. Donc, si l'élève est dyslexique, on ne va pas l'évaluer par la lecture. S'il a du mal à écrire, on ne va pas l'évaluer par l'écriture. On essaye toujours de contourner le problème pour arriver à évaluer ce qu'il est vraiment capable de faire. Après, voilà, il y a toujours les mêmes problèmes. Certains enseignants le font très bien, d'autres beaucoup moins bien, d'autres n'ont pas envie d'en entendre parler, ils veulent pouvoir traiter tous les élèves pareil. Et évidemment, ce n'est pas possible avec les élèves en situation de handicap. Donc, je sais bien, pour être au contact des associations de parents d'élèves 10, etc., que concrètement, ce n'est pas facile toujours. Hein. Et effectivement, je vois dans le chat, malheureusement, ces adaptations sont souvent vécues comme des passe-droits. Oui, effectivement, beaucoup d'enseignants ont cette obsession de l'égalité de traitement de tous les élèves et que dès qu'on accorde une adaptation à l'un, ça serait un passe-droit, un avantage, etc. Alors que c'est juste la compensation d'un handicap. Et la compensation d'un handicap, elle est légitime justement pour rétablir l'égal accès de tous à l'éducation. Et elle est aussi dans la loi, hein. Il ne faut pas oublier de le rappeler, c'est dans la loi de 2005, c'est des choses qui doivent être fournies obligatoirement, et bon, malheureusement, ce n'est pas encore fait par tout le monde. Et donc, je reviens tout à fait sur la remarque de tout à l'heure de Marie-Françoise Vitran sur l'examen TOEIC, TOEIC ou Cambridge ou autre. Souvent, les établissements, notamment les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, délivrent le diplôme uniquement s'il y a une note suffisante à l'examen TOEIC, TOEIC, Cambridge.
et autres. Et en fait, il y a des possibilités. Des profs d'anglais ou d'espagnol peuvent faire passer eux-mêmes l'examen avec des aménagements. Il faut le savoir. Donc, simplement aller voir l'établissement pour leur dire qu'il y a des aménagements possibles. Il n'y a pas juste les plateformes qui ne sont pas forcément adaptées aux élèves en situation de vice. Il y a des possibilités. On a de plus en plus de témoignages d'étudiants qui n'arrivent pas à avoir leur diplôme et des fois qui perdent 1 an parce que le diplôme n'est pas validé à cause de cet examen. Merci en tout cas vraiment pour l'invitation. J'étais ravie avec vous. Ne le soyez pas. Merci de votre intervention. Merci également à Monsieur Ramus pour la sienne. Merci à tous les deux infiniment pour ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.